Bonjour, aujourd'hui dans le cadre du cours d'électromagnétisme, je vais traiter le condensateur cylindrique et le condensateur sphérique. Pour le condensateur cylindrique, on a deux cylindres coaxiaux. J'ai le cylindre interne de rayon petit a à l'intérieur d'un grand cylindre conducteur, bien sûr, de rayon B. Comme on peut le voir, on a une longueur L ici, et la plaque extérieure a été chargée par des électrons parce qu'ils sont les plus rapides et les plus légers, une charge moins Q, et par influence, le cylindre interne va porter une charge positive qui est égale à moins Q, c'est-à-dire Q. Donc on a deux cylindres coaxiaux et on se propose de calculer la capacité. Avant de passer au calcul, on doit noter quatre petites choses. La première, c'est que le champ électrique à l'intérieur du cylindre interne est toujours égal à 0, pour deux raisons. S'il est creux, il n'y aura pas de charge, donc le champ électrique par le théorème de Gauss sera égal à 0. La deuxième, c'est que si c'est un cylindre plein, à ce moment-là, on va avoir un conducteur, et un conducteur ne présente pas de densité volumique de charge, donc le champ sera identiquement nul à l'intérieur. À l'extérieur, ici pour le point 2, si je calcule le champ électrique quelque part ici ou là, si je prends un cylindre de Gauss, parce qu'il y a une symétrie cylindrique, la charge Q1 qui sera à l'intérieur de mon cylindre, qui sera plus grand, de rayon plus grand que B, va être égale à 0 parce que la charge interne ce sera égale à Q moins Q. Donc le seul champ qui persiste, c'est le champ entre les deux cylindres, c'est-à-dire à l'intérieur du condensateur cylindrique. Ça, c'est très important, le fait que le champ à l'extérieur soit égal à 0 joue un rôle très important dans l'électronique parce que si on utilise deux câbles ordinaires, eh bien, le signal que vous allez recevoir dans votre télévision sera perturbé tout le temps par les champs électriques ou les ondes électromagnétiques qui proviennent d'une moto qui passe, d'une voiture ou d'un autre appareil électrique. C'est pour cette raison-là qu'on travaille tout simplement avec les fils coaxiaux ou les cylindres, tout simplement. La troisième chose, c'est que le champ électrique à l'intérieur ici, entre le cylindre externe et interne, ne va dépendre que de la charge portée par le cylindre interne. Par le théorème de Gauss, on va avoir le champ électrique est engendré par les charges portées par ce barreau chargé. Et la troisième chose, comme les physiciens s'occupent des lois de la nature est paresseuse, les physiciens, quand ils peuvent simplifier quelque chose, tout en restant dans une très bonne approximation, eh bien, ce qu'il faudrait retenir, si l'épaisseur, c'est-à-dire B moins A, l'épaisseur ici du condensateur, est très inférieure à L, on peut considérer le condensateur cylindrique comme infini. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va faire le même traitement qu'on a fait avec les fils de dimension finie, d'accord? Et on calcule le champ électrique selon X, Y, et puis on fait le nécessaire et on trouvera un résultat qui est très proche que si on avait supposé que le champ électrique est créé par un cylindre infini. Pourquoi? Parce que l'épaisseur sera très inférieure à L. Alors pour le calcul, on commence par le calcul du champ électrique dans ce cas-là, parce qu'on a le théorème de Gauss. On a le théorème de Gauss, phi qui est égal à l'intégrale surfacique du produit scalaire du champ électrique avec un élément de surface ds, qui est égal à Q1 sur epsilon. J'ai mis epsilon parce qu'on pourrait avoir un autre plastique. C'est le cas des câbles d'antenne. Il y a un plastique, mais qui n'a pas la permittivité électrique du vide, bien sûr. C'est pour cela que j'ai mis epsilon dans le cas général. Donc, si je calcule le champ électrique ici, qu'est-ce qu'on va voir? Tout simplement, je peux dire que ce produit scalaire va devenir une multiplication ordinaire, et c'est Q1 sur epsilon. Et pourquoi? Parce que ER, ici, le champ électrique s'écrit comme E, produit scalaire ER.
et ds égale à ds-ER. C'est pour cette raison-là, quand on fait l'intégrale, on va trouver ES, on se rappelle qu'on a une symétrie cylindrique, que la valeur du champ électrique pour une distance R fixée est une constante, donc il pourra sortir de l'intégrale. On a ES égale à E fois 2πr fois h. Pourquoi? Parce que c'est la surface latérale du théorème de Gauss. Le champ électrique, on sait, par symétrie, par théorème de Gauss, il est perpendiculaire au fil, donc seule cette surface latérale va intervenir. C'est tout simplement le périmètre qui est égal à 2πr fois la longueur que j'ai choisie au hasard, h. Et ça, c'est égal à Q1 sur epsilon. Du coup, Q1, c'est égal à quoi? À la charge portée par cet élément-là, c'est sigma, c'est une densité surfacique, il s'agit d'un conducteur, fois le périmètre, tout simplement, du barreau ou du cylindre, de 2π fois A fois la longueur. Seule la partie piégée dans la surface de Gauss va contribuer. En remplaçant les valeurs par les choses par leurs valeurs, on a le champ électrique qui est égal à sigma 2π AH sur 2π RH. Ici, il y a epsilon. Ça se ramène à sigma A sur R epsilon. Et si je travaille du point de vue vectoriel, le champ électrique, c'est sigma fois A sur R epsilon fois ER. Maintenant, il faut calculer la différence de potentiel entre les deux armatures, interne et externe. On a delta V par définition, c'est V1 moins BB, celle-là elle est positive. C'est égal à l'intégrale de A à B, de E dr, ici il faut des petites flèches, c'est un produit scalaire. Ça se ramène de toute façon en multiplication parce que E et dr, le vecteur E et le vecteur dr sont parallèles. Et on intègre, on remplace le champ électrique par sa valeur et on trouve tout simplement sigma fois A sur epsilon, log népérien de B sur A. Pour la capacité, par définition, on a C qui est égal à Q sur delta V et qui est positif. Si je prends moins Q, il faudrait prendre ici VB moins VA. Ceci implique que la capacité, c'est sigma 2πh AH sur sigma A sur epsilon log népérien de B sur A et qui se nettoie en donnant C égale à 2π epsilon A sur log népérien de B sur A. On peut définir ce que font les ingénieurs pour des applications pratiques. On définit une capacité par unité de longueur, et cette capacité par unité de longueur, il suffit de diviser par H, c'est 2π epsilon sur log népérien de B sur A, et c'est des farads par mètre. Voilà un exemple très courant, c'est un câble coaxial. Vous avez une gaine qui est à l'extérieur ici, si vous cassez par exemple un câble d'antenne, vous allez voir qu'il y a un fil, du plastique, puis une gaine, une espèce de natte conductrice en cuivre. On utilise ce genre de pastille isolante en plastique. Le câble chez vous, il est constitué d'un fil et d'un plastique qui est cylindrique et puis d'une gaine qui est conductrice. Mais ici, pour la légèreté, pour ne pas avoir un excès de poids, on a fait tout simplement des petites pastilles de 20 mm séparées de 75 mm, plastique et puis rien, puis plastique, etc. J'utilise la relation que j'avais avant, d'accord, c'est sur H, et je calcule la capacité. La capacité va être 2π epsilon 0, pourquoi? Sur log népérien de B, parce que ici, par exemple, on a epsilon 0, mais ici, on a epsilon. Ce qui fait, il va falloir le multiplier par la permittivité relative du plastique, c'est ce qu'on va faire. Nous avons une dimension 20 mm sur 95, parce que 20 plus 75, c'est 95. 20 sur 95 fois 5,5, ça c'est pour le plastique, plus 75 sur 95 multiplié par la permittivité relative de l'air qui est égale à 1. Et on trouve 47 picofarads par mètre, parce qu'on a travaillé par une capacité par unité de longueur. Faites attention, pour les futurs ingénieurs, les câbles interurbains qui transportent l'énergie électrique dans les champs, les grands poteaux, les grands pylônes, ce sont des fils d'un certain diamètre, donc ce sont des cylindres, et ça constitue une capacité
dont il faut tenir compte. En fait, il y a une résistance, une capacité, donc on a un très beau circuit RC qui est donné dans le fil de transport, et ça, il faut en tenir compte lors de vos calculs. Pour le condensateur formé par des sphères, ce qu'on appelle le condensateur sphérique, nous avons ici une coquille conductrice de rayon R1 à l'intérieur d'une coquille conductrice de rayon R2. Ça saute aux yeux. Pardon, à l'extérieur, on a un champ électrique égal à 0. À l'intérieur du conducteur interne, c'est 0 et toutes les charges sont placées sur la surface. C'est une équipotentielle, la même chose ici. Et du coup, on peut calculer le champ électrique créé par la sphère interne entre les deux armatures. Il faut se rappeler, comme on a dit, le champ électrique à l'intérieur est égal à 0, à l'extérieur est égal à 0. Le seul champ qui persiste, c'est celui entre les deux armatures. La chose importante à retenir, c'est que seules les charges portées par l'armature interne vont contribuer au champ par le théorème de Gauss, parce que si je prends une surface de Gauss ici, seules les charges de la sphère interne vont contribuer. Alors on calcule le champ électrique, toujours le théorème de Gauss, d'accord, produit scalaire de EDS intégration de surface M, c'est Q1 sur epsilon. La surface fait que la symétrie sphérique va faire que le champ et l'élément de surface orienté vont être parallèles, comme je le montre ici, et le produit scalaire devient juste une multiplication. Donc j'obtiens ES, c'est toujours le même résultat qu'on obtient en appliquant le théorème de Gauss correctement, E fois S. Je rappelle, la symétrie sphérique fait que le champ électrique en module va rester constant, donc que petit r est constante. C'est égal à E fois 4 pi r carré, c'est la surface, tout simplement, de Gauss, qui est égal à Q1 sur epsilon. Mais Q1, c'est égal à quoi? J'ai dit il est égal à Q, c'est sigma fois 4 pi r1 au carré, parce que c'est seule la partie sphère ici, à l'intérieur, qui contribue. C'est pour cela que j'ai pris tout simplement R1 au carré. Donc le champ électrique, je mets Q sur 4 pi r carré epsilon, c'est ce que j'ai fait ici, et ça donne sigma fois R1 au carré sur epsilon petit r au carré, ou bien, en termes vectoriels, le vecteur champ électrique, c'est égal à sigma fois R1 au carré sur epsilon r carré ER. La différence de potentiel, comme on a dit tout à l'heure, ici on va l'appeler delta V égale à V1 moins V2 parce que V1 est plus positif que V2. Donc j'ai utilisé ça. N'oubliez pas que delta V est lié au champ électrique, la circulation du champ électrique, en réalité l'intégrale de R1 jusqu'à R2 des produits scalaires de E dr. Puisque le vecteur E et dr sont parallèles, on l'a déjà dit, d'accord, je vais avoir l'intégrale juste du produit E dr. Je remplace le champ électrique par sa valeur, qui est constante, c'est la sigma fois R1 au carré sur epsilon que je sors ici, l'intégrale de dr sur R carré. Ça donne moins sigma R1 au carré sur epsilon, facteur de 1 sur R2 moins 1 sur R1. La capacité, c'est Q sur delta V, d'accord. Q, on l'a déjà. Je divise par delta V que je viens de trouver, et puis on pouvait travailler directement avec le Q, mais par contre ici je travaille avec la densité de charge, et ça fait exprès, comme ça les étudiants savent passer d'une écriture à une autre, et on obtient la capacité, d'accord, d'un condensateur sphérique, c'est 4 pi epsilon fois R1 fois R2 divisé par la différence R2 moins R1. Mettons un cas très intéressant, j'aime bien travailler par analogie. On va poser R1 égale à R et R2 moins R1 égale à E, que j'appelle l'épaisseur du condensateur sphérique. Le numérateur qui est égal à R1 fois R2 peut s'écrire comme R facteur de R plus E. Et on obtient la capacité comme égale à 4 pi epsilon R facteur de R plus E sur E. Si maintenant l'épaisseur est très petite par rapport au rayon du condensateur, par rapport à R1, eh bien, qu'est-ce qu'on va écrire? On va faire une petite approximation, on obtient que c'est à peu près égal à 4 pi epsilon R carré sur E, qui est égal à epsilon, fois 4 pi R carré,
sur E, mais 4 pi grand R carré, c'est la surface. Et ça nous rappelle curieusement la capacité d'un condensateur plan, parce que l'épaisseur est tellement petite, la surface paraît tellement grande, c'est comme si c'était un condensateur plan. Je donne un exemple tout à fait naturel. On va calculer la capacité de notre planète Terre. On a un rayon RT qui est de 6400 km qu'il faut transformer en mètres pour travailler en système international. Je prends y égale à y0 parce que l'air a une permissivité qui est quasiment égale à C du vide à quelques décimales près. Et j'ai donné la valeur ici. La surface de la Terre, c'est 4 pi RT au carré. D'accord ? Et E est égal à 10 km. J'ai calculé à partir de la surface de la Terre jusqu'au nuage, le plus proche, c'est à peu près 10 km. C'est là où passent les avions commerciaux. Et je trouve une capacité de y0 ST sur E qui est à peu près de 712 microfarads. Donc toute la Terre a une capacité très faible de 712 microfarads. Donc les étudiants qui font des calculs et trouvent les capacités d'un farad, c'est qu'il y a un bulle quelque part. Le farad, c'est une unité trop forte. Et je vous remercie.